Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve dans un décor un peu différent parce que je suis chez mon petit ami et comme il habite dans une coloc, j'ai pas trop envie de parler trop fort pour déranger le monde. Je suis désolée si je parle pas très fort, mais j'espère que ça ira. Aujourd'hui, on s'assoit, on se pose, on va parler d'un sujet un peu différent que d'habitude. Je voulais commencer une nouvelle série de vidéos où je prends un thème qui me concerne et je le développe un petit peu plus dans une vidéo. C'est une vidéo un peu particulière où je vais me livrer certainement plus, mais je vais aussi apporter un peu d'éclairage pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet qu'on va aborder. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'imposteur, ou comment expliquer que la perfection n'existe pas. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que tout le monde connaît au moins une fois dans sa vie. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs, la chance, les relations, des circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent de leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasquées d'un jour à l'autre. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement de se dire à un moment, là j'ai réussi, mais en réalité c'est pas seulement dû à mon talent ou à mon travail, c'est aussi dû à la chance, à mes collègues, à des circonstances extérieures à moi qui justifieraient que j'ai réussi presque injustement, en tout cas qui n'ont pas été entièrement dues à un travail personnel. D'où le fait que cette personne qui ressent cette négation de son mérite, elle aura tendance à croire qu'elle est une imposture et elle aura donc peur que les autres découvrent cette imposture. Et le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que tout le monde connaît à un moment donné de sa vie, au moins une fois, mais chez certaines personnes, par exemple pour moi, ça en est presque un peu maladif où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réussit, ça ne dépend pas vraiment que de nous, mais beaucoup de circonstances extérieures, et tout ce qu'on rate, ça dépend uniquement de ce qu'on a fait. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose d'assez tardif. Ce n'est que vers les années 1980 ou un petit peu avant que des recherches ont été menées par rapport à cette réussite injustifiée. Ce sont des psychologues qui se sont rendus compte que dans leurs patients, et notamment surtout des femmes, des personnes ressentaient une espèce de décalage entre ce qu'elles ont réussi à accomplir et le sentiment de réussite personnelle, c'est-à-dire lié uniquement à soi et son travail et son talent personnel, mais elles le reportaient sur de la chance, sur des circonstances qui ont permis qu'elles réussissent, mais qui n'est pas dû uniquement à leur travail. Et donc suite à cette étude, les psychologues ont repéré 4 types de comportements liés au syndrome de l'imposteur. Le premier, ça concerne directement le travail qui est effectué, donc c'est un travail rapide et un travail acharné. Donc par exemple, dans mon cas, admettons dans le domaine de mes études, j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est nul parce que je m'y prends toujours à la dernière minute. Et même si dans la réalité j'ai peut-être préparé un petit peu avant, parce qu'en master on a besoin de préparer ça, vu que j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça dans le rush, je me dis que de toute façon ce que j'ai fait c'est de la merde. Et en plus je travaille beaucoup pendant ce laps de temps, donc si ça dure 2-3 semaines, un mois, et ben pendant un mois je vais charbonner.
Travail acharné, je pense que je le définis bien, notamment l'année dernière où j'ai fait 5 mois, où j'ai fait tous les jours entre 15h et 17h de travail par jour. Et quand je dis travail, c'est pas en faisant autre chose, c'est que je suis devant mon ordinateur, je suis focus, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne vais pas aux toilettes, je reste focus. Si je te dis que je travaille pendant 15 heures, c'est que je ne fais rien d'autre littéralement pendant 15 heures. Et ça peut durer 15 heures, 16 heures, 17 heures, voire même, ça m'est arrivé de faire 19 heures dans une journée. Et pareil le lendemain. Donc j'ai réussi à tenir le coup et à un moment j'ai craqué. Ce premier comportement qui caractérise les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, c'est qu'elles travaillent énormément et très rapidement. Parce que justement, comme elles se sentent comme un imposteur, elles ont besoin de se rassurer en travaillant énormément pour justement éviter qu'elles croient, éviter de se faire démasquer. Parce que justement, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, étant donné qu'elles n'attribuent pas leur succès à leur mérite personnel, elles ont toujours peur que leurs proches, leurs supérieurs, leur entourage en tout cas, les démasquent et se rendent compte que en fait, la personne est nulle comme elle le pense. Par exemple, moi, par rapport à mes études, je me disais que j'y arrivais pas, que ce que je faisais ne servait à rien, que ce que j'arrivais à produire c'était juste passable et que les personnes, les professeurs par exemple, étaient trop gentils et me notaient gentiment. Objectivement, ils me notaient comme n'importe quel autre étudiant et si j'ai eu une note supérieure à tel autre étudiant, c'est que mon travail avait été meilleur. Mais j'ai du mal à faire cette corrélation, même si ma note est peut-être meilleure, je me sens plus nulle que cet autre étudiant. Et c'est pareil pour tout dans ma vie. Et du coup, je travaille encore plus, peut-être que d'autres personnes. Le deuxième comportement lié au syndrome de l'imposteur, c'est justement le fait de porter un masque social. Je pense que de toute façon tout le monde en porte un, et si une personne dit le contraire, c'est qu'elle ment ou qu'elle est hypocrite. L'être humain est un être social, et donc pour évoluer en société, il a besoin d'un masque social. Mais chez une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, il y a un décalage entre elle-même et ce masque social. Elle pense que le masque, donc l'image qu'elle renvoie, est supérieure à sa propre personne, c'est-à-dire que derrière le masque, eh bien la personne se sent juste nulle, dérisoire en fait. Et c'est ce que je ressens exactement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à sortir sans maquillage et que quand je reste chez moi, je n'arrive pas trop à me maquiller. Le masque social, ça peut être représenté par le maquillage chez moi par exemple, mais ça peut être tout autre chose. J'ai beaucoup de mal quand je vois d'autres personnes à ne pas être maquillée parce que j'ai toujours l'impression d'être moche, mais vraiment moche. Et je me force d'ailleurs dans certaines vidéos à ne pas être maquillée parce que justement, je dis mais apprends à accepter ton image, ta tête comme elle est. Et donc parfois dans certaines vidéos, je me force à ne pas être maquillée. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans toutes les vidéos, je vais être maquillée ou ce sera une vidéo maquillage. Ça traite un peu le problème, mais ça le reflète bien quand même. Et donc ce masque social, il peut autant être salvateur pour la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, parce que justement, si le masque est bien gardé, elle aura l'impression que les autres personnes ne l'ont pas démasqué. Donc elle va mettre beaucoup d'énergie à ce que cette image soit bien lisse, soit parfaite, soit le mieux possible, même si la perfection n'existe pas comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais on va tout faire pour tenter justement que cette image soit la plus parfaite possible. Et donc je te disais que ce masque pouvait être bénéfique, soi-disant bénéfique pour la personne, mais elle peut aussi être totalement négative pour la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, tout simplement parce qu'elle aura toujours peur de perdre ce masque. Et perdre ce masque égale être démasqué par les autres personnes, ses supérieurs, son entourage, peu importe. Et être démasqué, c'est vraiment la pire des choses. C'est même pas juste d'avoir honte, d'entre guillemets, avoir triché, c'est vraiment d'être à nu et de se sentir totalement nul, impuissant et juste comme une grosse merde. Et donc ça peut être un masque prison, on va dire, prison dans laquelle s'enferme la personne, et comme elle aura peur d'être démasquée, elle va alimenter les barreaux de cette prison.
Le troisième comportement associé au syndrome de l'imposteur, c'est l'attachement extrême avec les personnes de son entourage, de ses professeurs, de ses supérieurs. Parce que justement, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur a ce besoin d'être rassurée qu'elle n'est pas une grosse merde, même si c'est ce qu'elle pense profondément. Par exemple, dans mon cas, j'ai vraiment besoin de l'approbation de mes proches, mon compagnon, mes parents, mais aussi dans tous les domaines, donc par exemple dans mes études, de mes professeurs, par exemple dans ma chaîne YouTube, le nombre d'abonnés, et comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés, du coup je me sens encore plus comme une grosse merde. Ça fonctionne comme ça, il y a besoin de cette approbation pour être rassuré intérieurement qu'on vaut quelque chose. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette imposture? C'est parce que vraiment on se sent comme des grosses bouses de vache, ou de n'importe quel animal, des grosses merdes, et que du coup on a besoin de quelque chose, donc d'un masque, d'avoir une image qui soit meilleure que ce qu'on se voit soi-même. Ce qu'on ressent va forcément lier l'affectif avec les personnes qui nous entourent, parce que comme on se sent vraiment nul, et du coup on va devoir chercher cette approbation vers l'extérieur. On n'a pas cette confiance en soi à l'intérieur, on va la chercher à l'extérieur, donc on va toujours avoir besoin d'une personne extérieure qui va nous rassurer et qui va approuver notre travail ou notre mérite et ce qu'on a réussi ou pas. Et donc forcément c'est lié au quatrième comportement des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, c'est cette confiance en soi. Moi dans mon cas, ma confiance en moi c'est inexistant, et donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos YouTube, j'essaye de faire d'autres choses à côté qui m'aident juste à me dire que je vaux le coup d'exister. Parce qu'en fait, dans l'absolu, une personne qui a le syndrome de l'imposteur et qui n'a plus de masque, tous ses rôles ont disparu, elle a l'impression qu'elle ne sert à rien sur cette terre. Et donc à la limite, que si elle mourait, ça changerait rien pour le monde. Ce qui en soi est vrai, parce que si je meurs, la terre s'en foutra. Sauf que mes proches, non. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a une relation totalement biaisée de nous-mêmes qui affecte notre confiance en soi. Et donc du coup, vu que cette personne qui souffre du syndrome de l'imposteur a du mal à avoir confiance en soi, elle va tout faire pour éviter les conflits et les confrontations. Parce que les conflits, ça va être la pire chose pour une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, parce que de 1, vu qu'elle n'a pas confiance en elle et que pour elle, elle ne vaut rien, face à l'autre personne, si on est en conflit, elle va forcément se soumettre à l'autre personne dans le sens où elle va pas pouvoir défendre ses idées, ses opinions, parce qu'elle va se sentir illégitime et qu'elle va pas se donner la possibilité d'avoir une propre voix dans le conflit dans lequel elle est. Et c'est vraiment très problématique pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, parce qu'il est presque impossible d'entrer en conflit sans se dire de toute façon je ne vaux rien, et si cette personne est en conflit ou si cette personne ne m'écoute pas, c'est normal parce que je suis juste nulle. En fait, comme je te l'ai dit, le syndrome de l'imposteur, tout le monde le connaît à un moment dans sa vie. Là où ça devient problématique, c'est quand c'est tout le temps et pour tout. Parce qu'il peut arriver qu'une personne a une promotion dans le travail et qu'elle ne se sente pas méritante de cette promotion et qu'elle s'est juste dit c'est parce que l'autre personne est partie que j'ai pu prendre sa place. Donc ça, c'est une forme de syndrome de l'imposteur, mais modérée et que tout le monde peut connaître. Là où ça devient problématique et presque maladif, c'est quand c'est tout le temps et pour tout. Par exemple, dans mon cas, ça affecte la vie de tous les jours. Je vais me sentir illégitime et la seule personne légitime, ce serait ce masque, entre guillemets. L'image que je vais envoyer, elle va être capable d'avoir une valeur aux yeux de la société. Mais moi, j'ai pas de valeur. Je ne me donne pas de valeur par rapport à moi-même et par rapport à la société ou par rapport aux autres personnes. Et donc le syndrome de l'imposteur, quand c'est aussi fort, il est souvent lié à une anxiété sociale, une dépression ou à une anxiété généralisée, parce que justement il y aura cette angoisse de la vie qui est tout le temps présente. La personne va essayer de tout faire pour le cacher, et même dans son caractère, on va dire mais c'est une personne qui adore la vie, et c'est vrai, mais elle sera toujours angoissée de la vie. Mais c'est vrai qu'au début, le syndrome de l'imposteur était associé au domaine professionnel ou des études, du coup pour les étudiants. Quand ça en devient presque maladif, ça peut atteindre absolument
tous les domaines de la vie et pas que professionnels. Par exemple, dans mon cas, j'ai beaucoup de mal à me dire que mon compagnon il m'aime juste pour moi, pour juste la personne que je suis. Et j'ai toujours l'impression de devoir quelque chose à mon compagnon parce qu'il m'aime, mais par contre l'inverse marche pas. Enfin, moi j'aime mon compagnon, mais lui ne me doit rien. Il y a vraiment ce décalage entre la vision de soi et la vision des autres. Et soi, donc moi, c'est toujours moins bien et c'est toujours plus nul que les autres. Pour faire un point un peu plus général en psychologie et psychiatrie, les causes du syndrome de l'imposteur seraient sociétales parce qu'on évolue dans une société plutôt individualiste où on demande beaucoup à l'individu. L'individu doit se construire et pouvoir suivre la société et le groupe, mais s'individualiser et du coup avoir sa propre voix. Et donc en psychologie, on a un individualisme positif qui permet du coup le développement de la personne, mais là où pour le syndrome de l'imposteur, c'est un individualisme négatif, c'est que l'individu qui a ce syndrome de l'imposteur va normaliser absolument tout de la société et vouloir correspondre à toutes ces normes, donc en gros faire un individu idéal pour la société, d'où la recherche de la perfection de ce masque social et de renvoyer une image la plus parfaite possible. Et du coup, le diktat de l'individualisme amène les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur de s'obliger à travailler pour acquérir absolument toutes les compétences requises pour la société et tout faire pour prétendre être ce qu'on n'est pas. Par ailleurs, le syndrome de l'imposteur ne touche pas que les adultes, ça peut toucher également les enfants et bien souvent les personnes adultes qui souffrent du syndrome de l'imposteur l'ont déjà connu ayant été enfant. Donc si par exemple à l'école on considère que tu es un bon élève et que par la famille tu es considéré comme un élève plutôt médiocre, et ben le cerveau va choisir l'option la plus négative, c'est-à-dire être médiocre. Et donc dans le mécanisme du syndrome, on va essayer de correspondre le plus à l'étiquette de bon élève, mais avec les critères familiaux. Et donc du coup pour l'école, on sera un très bon élève. Mais ce que l'école reconnaît comme très bon élève, on va pas l'intégrer comme tel, puisque notre vision sera un peu biaisée et on va se dire que avoir par exemple 15 sur 20, eh ben c'est un peu nul. Et donc le travers de ça, c'est que l'enfant va penser que l'option positive est mensongère, soit parce que l'enseignant est gentil, soit parce que les autres élèves ont eu moins de cours ou de soutien que soi-même pour avoir des meilleures notes. Et donc ce syndrome de l'imposteur commence à partir du moment où il y a ce décalage entre l'extérieur et ce qu'on pense à l'intérieur. C'est vraiment très subtil. C'est-à-dire que donc si par exemple le maître ou la maîtresse va nous féliciter pour une bonne note, on va se dire que c'est parce qu'elle est vraiment ou il est vraiment très gentil. On va se dire que c'était la moindre des choses d'avoir des bonnes notes, mais qu'on aurait pu avoir des notes excellentes et donc on aurait pu être meilleur. Si l'appréciation est très bien, c'est pas excellent, donc c'est pas le top du top. Donc forcément, si c'est pas le top, c'est pas assez bien. Et donc forcément, ça veut dire que je suis nulle, je n'ai pas de talent. Peu importe les compétences dont on a besoin, on ne les a pas. Alors qu'objectivement, si, il y aura toujours ce décalage et peu importe les résultats qu'on aura, qu'ils soient médiocres, bons ou très bons ou excellents, on va toujours se sentir comme une grosse merde, littéralement. Et alors si on a une mauvaise note, du coup ça renforce l'idée qu'on est une grosse merde. Mais donc tu te rends compte que c'est un système de pensée assez destructeur pour l'intégrité de la personne, l'intégrité mentale. Et peu importe si à l'extérieur on déprécie ou pas l'enfant, si soi-même on se déprécie, vu qu'on est tout le temps avec soi-même, du coup on se déprécie tout le temps et toute la journée.
Et on se convainc même que si quelqu'un nous félicite, c'est parce que cette personne est trop gentille et que si elle disait la vérité, elle nous déprécierait comme nous, on se déprécie soi-même. Et ce qui pousse la personne à mettre encore plus d'énergie dans justement le masque social dont on parlait du début, parce qu'il ne faut surtout pas que l'autre découvre, nous démasque et trouve ce qu'on a à l'intérieur, ce moi qu'on a déprécié pendant des années. Du coup, la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur va utiliser différentes stratégies pour, entre guillemets, cacher la vraie personne et ne montrer que ce masque social aux autres personnes, parce que ce masque vaut toujours mieux que nous-mêmes. La première stratégie qui est commune absolument à toutes les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est qu'elles vont énormément travailler et toujours chercher la perfection. Et le perfectionnisme, c'est une des caractéristiques des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, parce que on veut que ce masque, on veut que cette image soit la plus parfaite possible. Même si on sait qu'elle n'existe pas, il faut tout de même la viser, parce que si on vise le plus haut, même si on ne l'atteint pas, on va arriver le plus haut possible, le plus haut que l'on puisse. Malheureusement, la perfection n'existe pas, et donc forcément, on sera toujours déçu par les résultats de notre travail. Parce que la perfection n'existe pas, et parce qu'elle n'existe que dans les idées, que dans l'idéal, forcément, on va se déprécier encore plus puisque les résultats ne correspondent pas à ce qu'on voudrait. Donc, la deuxième stratégie, c'est du coup de repousser à chaque fois les choses. Parce que si on doit travailler et on doit absolument atteindre cette perfection, et qu'on sait que c'est pas possible, on n'a pas envie de le faire. Et même si c'est un travail qui nous plaît, on n'a pas envie de s'y mettre puisqu'on sait que ce ne sera pas parfait. Et donc la procrastination, qui est la deuxième stratégie de défense privilégiée par les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, et bien justement la procrastination est aussi l'une des caractéristiques de ces personnes. Parce que c'est une forme d'adaptation que le cerveau a pu trouver pour gérer ce stress et cette crispation autour de la perfection. Et forcément, ce qui caractérise les personnes perfectionnistes, c'est qu'elles se mettent des objectifs beaucoup trop hauts, justement le plus proche possible de la perfection. Et donc dans la plupart des choses, voire toutes les choses qu'elles entreprennent, elles les considèrent comme des échecs, et donc par extension, elles considèrent leur vie comme un échec. Par exemple, dans mon cas, j'ai pourtant eu une scolarité assez bonne. Et ben, j'ai l'impression que j'ai vraiment raté ma scolarité parce que j'ai l'impression que je n'ai jamais assez travaillé, je n'ai jamais fait assez bien et je n'ai pas eu des notes absolument faramineuses alors que j'ai quand même presque eu 19 sur 20 au bac. Donc je pense qu'il y a certainement des choses de la réalité qui ne correspondent pas à ce que je ressens réellement. Parce que ce que je ressens, c'est un échec. C'est très difficile de changer un ressenti intérieur parce que même si on va te prouver par A plus B que ce que tu as fait c'est bien, ce n'est jamais aussi bien que ce que tu avais dans ta tête. Mais les autres personnes ne savent pas ce qu'il y a dans ta tête. Donc forcément, ils ne peuvent pas avoir cette référence de « il fallait être là et moi j'étais là ». Donc s'il y a eu cet écart là, eh ben, ça veut dire que c'est un écart, un gouffre que je ne pourrai jamais atteindre parce que je n'ai pas de talent et parce que je ne travaille pas assez, parce que je n'y arrive pas. Et donc ce syndrome de l'imposteur touche absolument tous les domaines. Ça commence certainement par le domaine professionnel ou les études, l'école, enfin t'as compris. Ça se répand entre guillemets sur tous les domaines de sa vie. Et pourtant, on a beau dire objectivement et une personne extérieure peut objectivement te dire par A plus B la réalité des choses, on ne pourra jamais ressentir une quelconque satisfaction de ce qu'on fait et on aura toujours l'impression que notre vie est une succession d'échecs. C'est pour ça que je me sentais un peu mal parce que j'avais l'impression de rien faire de ma vie et que ma vie était juste un échec total. C'est presque comme si je crachais à la figure à toutes les personnes qui ont voulu mon bien, qui ont voulu me faire grandir et c'est comme si en fait j'avais l'impression que je ne faisais rien de ma vie et que je n'avais pas le droit de ne rien faire de ma vie. Et donc c'est comme si je leur crachais à la figure en me disant « Ah ben non, mais vous êtes sacrifiés pour moi pour que je puisse grandir et moi, ben, je fais rien de ma vie. » Et ça c'est vraiment un sentiment très difficile à accepter et qui découle du syndrome de l'imposteur.
La troisième chose des personnes perfectionnistes, c'est qu'elles ne croient pas dans le génie naturel, ou en tout cas pas pour elles. Certaines personnes sont douées, certaines personnes sont des génies dans leur domaine. Elles ont un talent que nous, on n'a pas parce qu'on ne se voit jamais comme ayant un quelconque talent. Pour pallier à ce manque de talent, on va travailler le plus dur possible. Et dans notre cerveau, réussite égale travail acharné, travailler dur, toujours. Si on réussit quelque chose, ce n'est pas parce qu'on a eu un talent de base, c'est parce qu'on a travaillé énormément sur ce sujet-là, sur ce domaine-là, parce qu'on se perçoit comme des personnes n'ayant aucun talent. Et donc ça découle directement du syndrome de l'imposteur et du perfectionnisme que ça engendre. La quatrième chose des personnes perfectionnistes, c'est qu'elles sont plutôt solitaires, solistes, comme si le fait de tout faire pour ne pas être démasqué impliquait le fait d'être seul. Parce que justement, si on n'a pas de talent de base et qu'on doit travailler vraiment dur, on ne peut pas montrer à d'autres personnes que c'est parce qu'on travaille dur et qu'on n'a pas de talent qu'on arrive à ce résultat-là. Vu qu'il y a ce décalage entre ce qu'on montre à l'arrivée, donc le travail fini, et le travail qu'on produit, il y a un décalage de talent. On ne veut surtout pas être démasqué, que d'autres personnes voient qu'on n'a aucun talent. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, parce qu'elles ne peuvent jamais faire confiance au travail de quelqu'un d'autre, parce qu'elles se disent toujours que, vu que l'autre personne est plus talentueuse que moi, elle va certainement moins travailler que moi. Donc également, comme nous, on n'a aucun talent de base, le travail qu'on va rendre va toujours être moins bien que quelqu'un d'autre. Même si, objectivement, dans la réalité, les autres personnes vont dire l'inverse. On va toujours ressentir cette différence qui est très difficile à vivre. Et enfin, le cinquième point du perfectionnisme des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, c'est le fait qu'elles veulent devenir des surhommes ou des super femmes. Dans le sens où tout doit être optimisé et tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on est, doit être le plus proche possible de la perfection. Or, la perfection n'existe pas, encore une fois, et donc du coup, on va se sentir très mal par rapport à ce qu'on est, parce qu'on n'est pas parfait. Et donc, on va toujours se sentir frustré et stressé par rapport à ce qu'on est et par rapport à ce qu'on fait, parce que ce sera jamais aussi bien que ce qu'on voudrait. Et donc, même par rapport au point précédent, même si on rencontre des difficultés, on aura beaucoup de mal à demander de l'aide à quelqu'un d'autre, parce que demander de l'aide, ça voudrait dire assumer le fait qu'on n'a aucun talent et qu'on n'y arrive pas. Et donc, volontairement se faire démasquer par l'autre personne qui va nous aider. Ou pas, hein, mais en tout cas, demander cette aide. Et donc, demander de l'aide à quelqu'un d'autre égale se plaindre, pour moi. Donc par exemple, dans mon cas, par rapport à mes études, j'avais beaucoup de mal pour faire certaines choses, notamment parce que je te l'ai dit dans le précédent vlog, si tu l'as vu, j'ai des moments d'absence, des moments où mon cerveau se déconnecte et j'y peux pas grand chose, et malheureusement ça atteint un peu tout dans ma vie. Et aussi mes études. J'essaie de m'arranger avec mes amis pour demander des cours, mais jamais j'aurais pu oser dire à mon professeur que j'avais du mal à prendre en note mes cours, même à mes parents. Enfin, je veux dire, je suis étudiante, je suis là pour suivre mes cours, pour les noter. Si j'arrive pas à les noter, je suis juste une grosse merde. Et j'ai quand même dû demander de l'aide à la médecine de la fac, et ça a été une épreuve pour moi. Enfin, pour terminer sur quelque chose d'un petit peu plus général, parce que je pense que j'ai quand même beaucoup parlé de moi, en termes de diagnostic, comme je te l'ai dit, le syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose de pathologique en soi. Tout le monde connaît ça au moins une fois dans sa vie, mais le problème, c'est quand ça devient maladif et obsessionnel pour une personne. Mais ça n'est pas pour autant pathologique. Le syndrome de l'imposteur, c'est une manifestation psychologique normale de l'être humain. Cependant, pour les personnes pour qui le syndrome de l'imposteur est beaucoup plus présent, c'est pas ce syndrome en soi qui est une maladie, c'est souvent parce que il est relié à de l'anxiété sociale et une dépression qui peuvent être découvertes de façon empirique. Et c'est surtout ça qui pose problème plus que le syndrome de l'imposteur en soi. Parce que la dépression, l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée vont
favoriser et entretenir ce syndrome de l'imposteur qui lui-même peut générer de l'anxiété, de l'angoisse et du coup peut-être une dépression. Donc tu vois, il y a comme un cercle vicieux entre toutes ces émotions négatives. Ce n'est pas tant le syndrome de l'imposteur en soi qui est pathologique, c'est tout ce qu'il entraîne qui devient un peu plus dangereux. Et enfin, en termes de thérapie, ce qu'on pourrait trouver, en fait, le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on pense et la réalité. Et on se déprécie énormément. Une des thérapies qui est conseillée, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui en fait permet de réhabiliter la pensée positive envers elle-même, en fait, tout simplement. Le syndrome de l'imposteur découle de ce décalage entre ce qu'on voit de nous-mêmes et ce qu'on est. Si je me dis que je suis juste une grosse merde, c'est pas juste je me suis réveillée un matin, je me suis dit je suis une merde. Non, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vois tous les jours, tout le temps, de moi-même. Et ça, c'est assez dur à vivre. Donc les thérapies douces comme la cognitivo-comportementale permettent de rééquilibrer ça et donc justement de réhabiliter l'être comme étant un être comme les autres. Parce que justement, ce qui est difficile dans le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se voit toujours moins bien que l'autre, quel que soit l'autre. Et à la limite qu'on n'a même pas le droit d'être un être humain. C'est ça pour te dire que le syndrome de l'imposteur, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à vivre, mais que beaucoup de personnes l'expérimentent à différents degrés, et que si un jour tu te retrouves dans cette situation, c'est normal, c'est humain, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Le problème, c'est quand ça devient un peu plus présent et problématique. Là, c'est un peu plus compliqué à vivre et surtout beaucoup plus négatif pour son propre mental, parce que toujours se déprécier et toujours penser qu'on n'a aucun talent et qu'on est juste une grosse merde, ça n'aide pas du tout à une santé mentale correcte. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus chill, un peu plus posée, où on a parlé de beaucoup de choses sur le thème du syndrome de l'imposteur, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement et que je voulais aborder dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Je sais pas si on peut dire qu'elle t'aura plu, mais enfin voilà. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi en attendant, je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!